Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Normalement, on doit être en ligne. Si éventuellement, je peux juste avoir quelqu'un dans le chat qui dit oui, on vous voit. Comme ça, je suis certain qu'on n'est pas en train de parler dans le vide. Il faut juste un volontaire, quelqu'un qui se lance et qui dise oui, je vous vois. Normalement, ça fait 26 secondes qu'on est en ligne. Normalement, ça doit être bon. Voilà, super. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par ManageEduc. Donc, je ne présente plus ManageEduc et notre plateforme. Je suis Jean-Luc Simon, je suis principal dans un collège du Finistère, à l'ouest de Brest. Oui, c'est possible, il y a des collèges à l'ouest de Brest. Et donc, je suis membre du comité de pilotage de ManageEduc depuis un peu plus d'1 an. Et ce soir, nous allons avoir l'honneur d'échanger avec Laurent Bibard et avec Eric Aliès de Gavigny. Donc, ils vont se présenter ensuite sur… On va partir de la question des dotations horaires globales et de la question de ce qu'on en fait, principalement avec l'axe de la réforme du lycée qui a été un peu bouleversant en termes de pratique pour tous les établissements. Et puis, Laurent Bibard interviendra à ce sujet, puis on dialoguera un petit peu tous les deux. Donc, je vais laisser Laurent puis Eric se présenter avant qu'on lance le débat. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, Jean-Luc. Est-ce que le son passe bien? C'est bon? C'est parfait. OK. Moi, je suis professeur dans une école de commerce à l'ESSEC depuis fort longtemps. J'ai une double formation en philosophie et en économie et je travaille en particulier sur la gestion dans la complexité et les prises de décision en situation d'incertitude. Voilà, à grands traits, je crois, le plus significatif. Merci, bonsoir à tous. Éric de Gavigny, donc je suis proviseur du lycée Jules Ferry à Versailles, lycée polyvalent de un peu moins de 2000 élèves, avec des bacs pro, des classes prépa et du lycée général et technologique plutôt industriel. Voilà, je suis personnel de direction depuis presque 30 ans et j'ai exercé principalement en éducation prioritaire dans l'académie de Versailles, en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, et donc comme beaucoup d'entre vous, je suis celui qui met les mains dans le cambouis de la complexité au quotidien dans l'établissement. Merci à tous les deux. Donc, on va parler complexité, incertitude, plus que jamais. Voilà, la gestion de l'incertitude, chère à Edgar Morin, est quelque chose qui nous accompagne un petit peu tous les jours et de plus en plus depuis 2 ans. Mais pour autant, on arrive à faire des merveilles avec de l'intelligence collective. Et donc, l'idée, c'est de démarrer sur, aujourd'hui, la question de comment est-ce qu'on gère, Eric, depuis la mise en place de la réforme du lycée, une DSG qui arrive en janvier, avec en plus plein d'incertitudes liées au poste, au personnel qui arrive, au mouvement qui n'est pas encore fait. Alors, la première chose, c'est que c'est quand même plutôt un exercice intellectuellement intéressant, parce que finalement, la réforme du lycée, elle a permis d'arrêter de faire comme d'habitude, ce qui, je trouve, pour ma part, est toujours intéressant. Ça a permis de se poser des questions d'organisation, des questions de sens de ce qu'on faisait dans le lycée, de comment on communique avec les élèves, on accompagne les élèves, et avec à la fois cette difficulté pour les chefs d'établissement qui est d'un côté de laisser tous les possibles ouverts aux élèves, en ayant derrière l'idée qu'il va falloir que ça fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour partir de cette possibilité que tout est possible, et en faisant en sorte que malgré tout ça fonctionne à la fin. Alors, en tout cas, je peux juste dire comment on a essayé de faire chez nous pour ça, parce que selon la taille d'établissement, selon les situations, on n'a pas tous les mêmes leviers, etc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on a mis les enseignants en réflexion sur cette question,
Et on a regardé avec eux quel était le projet, quel était le sens de ce qui nous était demandé à travers cette réforme. Et on a d'abord travaillé le projet, si je puis dire, avant de travailler l'organisation. Parce que bien souvent, dans nos métiers, on entre par l'organisation. Alors, mes adjoints n'étaient pas tous fanats de la démarche, hein, ils auraient préféré qu'on regarde d'abord l'organisation, mais on a essayé de se tenir à ça avec les enseignants, puisque la question, c'est chacun son travail. Donc, avec les enseignants, on a travaillé au contenu pédagogique et aux nécessités de faire des propositions. Et ensuite, nous, en équipe de direction, on a regardé quelle organisation induisait ce choix, de laisser le choix aux élèves jusqu'au bout. Voilà, donc ça a été le premier travail, ça a été d'impliquer les enseignants dans la réflexion autour de ça, et du coup, quelles allaient être les conséquences de notre réflexion, et de les amener à construire des réponses qui les impliquent et qui leur permettent ensuite d'être rassurés sur la manière dont les choses allaient se passer. Ça, c'était le premier aspect qui a été, je dirais, bon, pas le plus facile, mais en tout cas qui, au-delà des résistances liées à une réforme de plus, etc., avec toutes les limites qu'il y avait, a permis quand même de travailler. Voilà. Et puis ensuite, c'est un travail petit à petit de prendre par petits morceaux chacun des éléments et de regarder comment techniquement dans une DSG on peut anticiper quand l'occasion se présente des fermetures de postes pour pouvoir garder de la souplesse pour l'année suivante. Comment on a travaillé plusieurs répartitions de services avec les enseignants de manière à ce qu'au mois de juillet, lorsqu'on a eu à faire les choix définitifs en fonction des inscriptions réelles des élèves, eh bien le schéma qui était mis en place a été travaillé avant, que ça n'ait pas été une surprise à la rentrée. Et puis surtout, je pense que c'est une année où on a énormément anticipé les emplois du temps, beaucoup plus que les années précédentes, ce qui fait qu'on a pu travailler avec les enseignants sur à chaque fois les limites qu'on a pu trouver dans les organisations. Voilà rapidement un petit peu les éléments sur lesquels nous avons pu travailler dans l'établissement. Alors moi, j'aurais une question sur l'anticipation des emplois du temps, mais Laurent veut peut-être réagir déjà dans un premier temps sur les éléments que nous a apporté Eric. Moi, je trouve, oui, très rapidement, et je trouve très, très important ce qui a été évoqué. Je l'entends pour ma part à partir de 3 mots principaux. C'est on n'a plus fait comme d'habitude. C'était intéressant, c'était nouveau et on n'a plus fait comme d'habitude. La complexité était intéressante. Le deuxième point, c'est on a fait par petites étapes, en tout cas en traitant les choses point par point. Et le troisième, on l'a fait tous ensemble. En gros, tout le monde a été embarqué dans le projet. Et je crois que c'est capital d'avoir à l'esprit ces 3 choses. Eric a évoqué une énième réforme, donc on peut imaginer une forme de lassitude dans un contexte où il y a constamment des changements nouveaux et qui se veulent nouveaux. Et on peut se dire, mais on ne veut plus changer, et ce qui devient presque quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment, hein, changer pour changer. Et là, je ne dis pas que c'est le cas, mais en revanche, on peut parfois éprouver ce sentiment. Je crois que c'est très important de retenir que se déloger de ce que l'on fait d'habitude, c'est extrêmement utile. Et c'est très vivant pour tout le monde. Maintenant, le deuxième point qui vient immédiatement, c'est que se déloger de ce qu'on fait d'habitude, c'est une bonne chose parce que c'est une ouverture à ce qu'on ne connaît pas, à l'incertitude que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, une ouverture à l'inconnu, c'est une véritable mise à disposition de l'imagination pour faire justement lancer des projets nouveaux. Là, ils viennent évidemment du ministère, mais faire des choses de nouvelle façon. Et le deuxième point, c'est qu'on ne fait des choses d'une nouvelle façon et de manière fertile qu'en s'appuyant d'une manière ou d'une autre, et au moins partiellement toujours, sur des choses que l'on sait déjà faire. Et des choses que l'on sait déjà faire représentent toujours ce qu'on peut appeler, sans aucun sens péjoratif, une zone de confort. C'est-à-dire des compétences qu'on a déjà en route, c'est un point d'appui. Ce n'est pas une limite. Du moment qu'on est ouvert à quelque chose de nouveau, s'adosser à des choses simples qu'on peut mobiliser petit à petit au fur et à mesure d'un travail pour avancer pas à pas, c'est absolument capital. Et donc, le premier point, c'est l'ouverture, on n'a pas fait comme d'habitude. Le deuxième point, c'est on y va par petites étapes. Et moi, je l'entends comme étant, on y va en s'adossant à des choses qu'on repère et qu'on sait mener à bien, ce qui est une excellente chose parce que pas à pas, on fait de très longs chemins. Et le troisième point, c'est on le fait ensemble.
Et donc, on ne travaille pas de manière isolée. Et là, Eric a très, très bien décrit. On réfléchit au projet d'abord, on met en place l'organisation qui correspond ensuite, et non pas l'organisation d'abord et le projet après. Le projet est défini collectivement, avec y compris les professeurs, et ensuite on met en place l'organisation. Ça veut dire que tout le monde est embarqué. Et ces 3 points-là me paraissent absolument clés pour que quelque chose fonctionne. L'ouverture, l'adossement à ce qu'on sait faire, et tout ça collectivement, embarqué ensemble dans le projet. Merci. Voilà ma manière d'interpréter voilà, une terminologie. Voilà, j'espère. Non, mais c'est parfait, parce que comme ça, on prend un peu de hauteur. Parce que, alors, juste pour tout le monde qui nous suit, vous pouvez donc réagir, commenter. Donc, je suis le chat avec Guénolé de Synlab qui est en off, donc qui réagit et qui vous fait des petits résumés de ce qui peut être dit. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions si vous voulez, je relayerai des questions. Eric, moi j'avais une réflexion sur cette question finalement, il y avait cette anxiété, j'imagine, de la part de tes équipes au départ, et tu disais que finalement, dans ton établissement, vous avez anticipé plus que jamais les emplois du temps. Et comment ça s'est joué petit à petit? Comment est-ce que vous avez été amené à ce que tu disais quand on a préparé le webinaire, c'est-à-dire à faire en sorte que les emplois du temps, globalement, ont été plébiscités par les enseignants comme jamais? Alors, effectivement, d'abord, je pense que l'ovation auquel a eu droit Yannick, le premier agent qui s'est occupé de ça, je crois que c'était aussi l'expression du stress et finalement le soulagement que tout ça arrive à se faire, parce que c'est toujours pareil, c'est que on peut toujours dire un certain nombre de choses. Après, il faut qu'on soit sûr que derrière, ça va fonctionner. Bon, moi, j'ai beaucoup de chance ici parce que j'ai une équipe de direction et des adjoints qui sont hyper compétents, en particulier en matière d'emploi du temps. Donc ça, c'était quelque chose d'important. L'anticipation, elle s'est jouée dans le fait qu'on a beaucoup simulé c'est-à-dire que rapidement, la première question qu'on a éliminée, enfin la première incertitude qu'on a éliminée, plus exactement, c'est la composition des classes. Et on s'est dit que de toute façon, il fallait forcément que les temps de spécialité soient alignés et que c'était le seul moyen qu'on avait, puisque nous, quand même, le point ce sur quoi je n'ai pas souhaité lâcher, c'était que 100% des élèves aient tout leur choix possible. Et on a refusé aucune spécialité à quiconque, et il n'y a eu aucune triplette impossible. Voilà, donc ça, c'était l'engagement qu'on avait pris avec les familles, avec les élèves. Et à Versailles, on l'a fait sur les 4 établissements, puisque certaines spécialités des élèves peuvent changer d'établissement pour une des 3 spécialités de première quand elle n'est pas assurée dans leur établissement. Donc, le challenge était quand même relativement ambitieux. Donc la première chose qu'on a éliminée, enfin la première chose qu'on a réglée, c'est la composition des classes, parce que ça, c'était une contrainte forte. Du coup, on a commencé à travailler des simulations d'emploi du temps avec des répartitions de services, et ça nous a permis de fixer des règles sur la répartition des services, puisque chez nous, traditionnellement, c'est les enseignants qui nous proposent des répartitions de services, parce que finalement, ça se passe assez bien comme ça en général. Et donc, ça nous a permis d'expliquer que, par exemple, déjà, si on prenait une spécialité, les créneaux étaient fixés. C'est-à-dire que sur ces vœux, on savait que si on avait une spé, c'était forcément de première, on avait forcément cours le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi après-midi, parce que on avait commencé à anticiper ça avec les autres établissements. Ça a permis aussi de voir que dans la répartition de services, on ne pouvait plus faire comme avant. Et qu'il fallait, par exemple, qu'on ne pouvait pas cumuler 2 spécialités. Le même prof de maths ne pouvait pas être sur 2 spécialités puisqu'on ne pouvait pas l'aligner avec lui-même. Enfin, disons que le fait d'anticiper, ça a permis de déminer un certain nombre de questions techniques, de donner aux enseignants les règles du jeu de manière à ce que alors là aussi, il y a des choses sur lesquelles on est revenu parce que ça ne fonctionnait pas comme on imaginait. Mais du coup, ce travail-là, on l'a attaqué dès le mois d'avril. Donc, on a pu faire avec les enseignants dans l'établissement, ce qui a permis justement de faire des allers-retours, de les impliquer et de montrer les limites qu'on était en train de trouver et de réfléchir avec eux aux solutions acceptables. Donc, finalement, alors, il y a une question, moi j'allais le dire et aussi, donc, cette question de fonctionnement en réseau, finalement, est-ce que le souhait d'offrir la possibilité de toutes les triplettes possibles aux usagers et donc, par esprit d'escalier, le fait d'être obligé de travailler entre établissements n'a pas été une nouveauté finalement et une montée en charge de l'intelligence collective. C'est-à-dire, on est au-delà de l'EPLE.
Disons que je dirais même que ça a été l'occasion d'un travail même presque départemental, puisque du coup, il y a un réseau des adjoints qui s'est mis en route pour réfléchir, et chacun a partagé. Enfin, c'est vrai que c'est la première fois, en tout cas, enfin, j'ai pas une très longue expérience, mais quand même, où j'ai vu effectivement des réunions du travail en ligne, etc., sur cette question-là, où les gens ont échangé pour savoir un peu comment chacun s'y prenait. Il y a des académies qui ont surtout des outils, parce que pareil, pour composer les triplettes, il a fallu. Donc en fait, c'est vrai que ça a été l'occasion de partager des compétences professionnelles entre différents acteurs d'établissements qui se parlaient pas forcément avant, et on a pu jouer la complémentarité et surtout le partage de compétences. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très experts dans un domaine, qui ont pu partager ça avec d'autres. Et je pense que oui, ça a créé vraiment de l'intelligence collective entre les équipes de direction, clairement. Laurent, je vous voyais réagir, acquiescer derrière. Ça vous évoque des choses? D'abord, je tire mon chapeau, hein, parce que ça n'a rien d'évident, et garantir à des parents et des élèves que toutes les demandes seront satisfaites et que ça a été le cas. Donc d'abord, voilà. Mais du coup, une remarque, en fait, avec une question en même temps, Eric, mais qui est, en fait, comment ça a marché? Parce que c'est assez remarquable. Soudain, il s'est passé quelque chose d'assez inédit avec des directeurs adjoints travaillant ensemble. Moi, je dis juste une chose que je trouve tout à fait important de souligner. C'est que vous avez dit à un moment, on a découvert qui était plus compétent en quoi, etc., etc. Et là, il y a une observation extrêmement générale qu'on peut faire à propos des organisations, qu'on soit dans le secteur privé ou public. Hein. C'est que quand on travaille régulièrement avec des personnes, c'est-à-dire qu'on est depuis un certain temps dans un milieu, dans un contexte, dans un secteur donné, de manière irréductible, on peut y revenir si vous le souhaitez, mais de manière inévitable, on finit par se tenir les uns et les autres pour acquis. Ce que je veux dire, c'est qu'on croit qu'on se connaît, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'on connaît les noms des personnes avec qui on travaille, on connaît les contextes et les postes, on sait nommer les fonctions, mais en fait, quand on croit qu'on se connaît, paradoxalement, hein, on croit souvent dans la spontanéité du travail, qu'on n'a plus besoin de communiquer pour savoir qui fait quoi ou qui sait faire quoi. Et ça n'est jamais vrai. Ça n'est jamais vrai. Ça veut dire que dans les organisations, au fur et à mesure qu'on travaille au quotidien et qu'on arrive à faire tourner la boutique, hein, si vous me permettez l'expression un peu triviale, eh ben les gens, vous et moi, les acteurs finissent par se tenir pour acquis. On pense qu'on sait exactement qui fait quoi. Et là, la preuve que non, c'est qu'à l'occasion de la nécessité de mettre en route un dispositif nouveau qui a introduit beaucoup de complexité parce que d'incertitude, et en plus il fallait ajuster pour tous les élèves, il y a une redécouverte des compétences des uns et des autres. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de le souligner. Les occasions où on est amené à reparler de manière nouvelle à des collègues qu'on connaît, mais dont on croit trop souvent parce qu'on les côtoie depuis longtemps, qu'on connaît toutes les compétences ou les fonctions, etc. En fait, quand on reparle, on redécouvre. On se redécouvre les uns les autres. Et ça, c'est un point tout à fait capital qui vaut à tous égards en négociation, en fonctionnement collectif, en dynamique de projet, etc. C'est que quand on présuppose qu'on ne connaît pas les autres, en fait, on réapprend énormément les uns des autres. Et moi, c'est de ce point de vue-là que j'entends ce que Eric vous avait dit. On a découvert des compétences que certains ou certaines avaient, d'autres différentes et autres. Et là, ça devient extrêmement puissamment mobilisable. Et donc, le conseil serait ici, hein, méfiance en quelque sorte de croire qu'on se connaît. Il est très fertile de supposer qu'on ne connaît pas le détail des compétences des uns et des autres dans un milieu professionnel familier. Et ça ouvre énormément de possibilités de véritable travail collectif innovant. Voilà ce que m'inspire moi pour l'instant les remarques, avec comme question, mais comment ça a marché si bien mais voilà, c'est peut-être pas le moment de creuser. Hein, si, ça peut être aussi le moment. Il y a une question, Eric, sur la question, je ne sais pas si tu l'as vu, sur les TP de sciences. Alors, la question des TP, alors chez nous, on a des sciences, enfin, on a aussi bien des sciences de l'ingénieur que de la SVT que de la physique. Donc, la question des labos, des alignements des groupes était une vraie question. Donc, la première année,
ça a plus ou moins bien marché. Donc, on avait la contrainte des TP, effectivement, qu'il a fallu voir sur l'ensemble des établissements. Donc, on a construit, c'est pour ça que la question d'anticipation était importante, parce qu'il a fallu construire au préalable cette question des emplois du temps. Et on avait donc des classes de 35 avec des dédoublements pour les TP de sciences. Et là, on s'est rendu compte que c'était, en tout cas chez nous, ingérable en termes de fonctionnement. Donc, l'année suivante, on a corrigé cette organisation-là. Alors là aussi, parce que c'est un établissement où il y a un effet de masse qui fait que comme on a quand même beaucoup de classes, beaucoup de groupes, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire forcément dans une structure plus petite. Hein. Ce qu'on a pu faire aussi, c'est parce qu'il y a des leviers, parce que l'effet de taille permet de faire des choses. Mais du coup, nous, maintenant, tous nos groupes, enfin, tous nos spécialités SVT, physique, SI sont au groupe de 20. C'est-à-dire que, en fonction de l'organisation, ça peut être soit un TP, soit un cours. Et il n'y a plus de dédoublement, ce qui permet qu'il n'y ait pas d'élèves, parce la première année, on avait des élèves qui attendaient. Et on avait souvent des élèves qui étaient entre deux cours parce qu'il y avait un demi-groupe qui fonctionnait, un TP de sciences, etc. Et donc, voilà. Donc là, on a essayé de répondre à ça a été une vraie difficulté qui était remontée par les parents et par les élèves dès la première année. Et donc, on a corrigé ça de cette manière. Mais je répète, c'est possible parce que qu'on fasse 4 groupes de 5 heures ou 5 groupes de 4 heures, ça change rien à la consommation globale. Et par contre, ça peut donner des facilités d'organisation, ce qui, j'ai bien conscience, n'est pas possible dans tous les établissements. Alors après, le pourquoi ça a si bien marché, fondamentalement, je pense qu'on avait la chance d'être déjà une équipe installée avant la réforme et que, en particulier, les proviseurs adjoints avaient déjà fait largement leurs preuves. C'est-à-dire qu'il y avait une confiance dans la capacité technique que l'équipe allait prendre en charge les équilibrations du chef, parce que voilà, moi j'aime bien avoir des idées, mais après je suis pas très bon dans la mise en œuvre. Et en tout cas, les enseignants n'ont pas eu peur de délirer et de se lâcher un peu dans les idées, parce qu'ils savaient que derrière, il y avait des gens qui étaient solides et qui auraient dit à un moment, bah, si c'est pas possible, c'est pas possible, et puis on aurait retravaillé parce qu'ils ont. Je pense que là, vraiment, l'anticipation et le fait qu'on ait travaillé sur les enfants dès le mois d'avril, je pense que ça a vraiment été rassurant pour les équipes. Et ça a marché parce que les gens ont eu confiance et parce qu'on a levé au fur et à mesure les incertitudes. Voilà, et ça a permis de faire un certain nombre de choses. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la découverte des autres. Alors moi, je le reconnais, qui est souvent des préjugés, qui suis assez mauvaise langue, spontanément, c'est vrai que ça me demande un effort et je trouve que ça a été une occasion, et la crise du Covid l'a été aussi pour d'autres raisons, l'occasion de découvrir des personnalités, des compétences, des manières de faire que honnêtement je ne soupçonnais pas et que je n'aurais pas forcément pensé à solliciter. Et je pense que ces 2 exercices à la suite, si je peux dire ça du Covid, ont permis effectivement de se dire, bah tiens, il y a des gens qu'on sous-estimait, ou il y a des gens avec qui on n'avait pas pensé de demander de telle ou telle chose, et qui finalement ont pris une place différente dans l'équipe parce qu'ils ont aussi accepté de montrer leurs compétences, ce qui n'est pas toujours évident dans nos équipes professionnelles. Ça, c'est super intéressant parce que ça peut être, enfin, moi qui suis en collège et puis dans une toute petite structure, cette question-là de la révélation des compétences, j'ai trouvé que les 2 ans qui viennent de s'écouler ont été, de ce côté-là, extrêmement positives. Alors après, tu disais quelque chose, Eric, qui, moi, m'interpelle et m'intéresse énormément, c'est tu disais, il y a des choses sur lesquelles je suis compétent, puis il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas. Mais ça veut dire que j'imagine que ce discours-là, tu le tiens avec tes équipes. Ah oui, de toute façon, les gens savent que quand il y a une question d'organisation, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi je dis oui à peu près à tout ce qu'on me demande, hein, parce que voilà. Dans mon établissement, le principe c'est que qui que ce soit qui demande quelque chose, c'est oui, sauf quand c'est non. Mais quand c'est non, on explique pourquoi c'est non. C'est-à-dire parce qu'on part du principe, quand je dis je, c'est qu'on part du principe collectivement que quand quelqu'un demande quelque chose, c'est que c'est important pour lui. Donc il n'y a pas de raison de ne pas chercher à satisfaire cette demande. Parfois on n'y arrive pas, et quand on n'y arrive pas, on explique qu'on est capable de dire pourquoi on n'a pas réussi. C'est jamais non a priori parce qu'on n'a pas envie, parce que etc. Donc voilà. Et du coup, là-dessus, les gens savent maintenant comment on fonctionne, ça fait un certain temps qu'on est là. Et je pense que ça a permis. Enfin voilà, les gens, je pense, étaient assez rassurés quand on disait que les choses étaient possibles. Et moi, je trouve ça, j'adhère totalement à l'idée. Je pense que Laurent va avoir quelque chose à dire là-dessus. Moi, en fait, je me faisais la réflexion que finalement, ce qui nous amène là à développer et à développer de l'intelligence collective, et surtout sur des situations complexes comme celle que tu as mise en place sur 2 ans finalement. Ça a mis 2 ans à s'affiner, mais là, il y a un truc qui tient la route, visiblement. C'est que finalement, en tant que cadre, il ne faut pas qu'on ait peur
de faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, c'est à un moment donné de dire j'ai beau être chef et responsable de tout, je ne sais pas tout faire et à un moment donné, je vais devoir vous faire confiance sur le fait que vous savez forcément mieux faire que moi certaines choses. Mais je reste le responsable derrière. Et oui, il faut assumer après, c'est ça. C'est ça, il faut assumer. C'est-à-dire que moi, je fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que je dis à mes équipes, allez-y, sur certains points, je ne vois pas bien comment les choses vont se goupiller parce que ça a l'air d'être très clair dans votre tête, mais dans la mienne, ça ne l'est pas. Je dis, allez-y. Et puis, si jamais ça merde derrière, eh ben, je leur dis, mais c'est moi le responsable. Voilà. Et pour eux, c'est hyper rassurant. Je pense que Laurent a des choses à dire sur ce qu'on vient d'échanger là, avec son regard. Alors, je trouve ça absolument essentiel. C'est-à-dire, je dirais volontiers ceci. J'aime bien utiliser un vers d'Aragon qui est dans un poème très triste, hein, il n'y a pas d'amour heureux, mais en l'extrayant, il présente une extraordinaire force subjective. Quand Aragon écrit « Rien n'est jamais acquis à l'homme », évidemment au sens générique du terme, hein, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, donc en gros ça veut dire ne soyons pas arrogants, ni sa faiblesse. Alors, on peut l'interpréter de manière pessimiste en disant on peut toujours être plus faible que ce qu'on est déjà, mais on peut aussi l'interpréter dans l'autre sens. C'est-à-dire, ne soyons pas trop humbles. Et la raison pour laquelle je me permets de vous l'évoquer, c'est qu'un des mots clés qu'a employé Eric, c'est le mot de confiance. Et en disant on a pu fonctionner comme ça parce que la confiance était déjà là, moi je voudrais porter témoignage de quelque chose sur quoi Jean-Luc vous êtes revenu, c'est que depuis 2 ans, les équipes de direction, de manière assez générale, et pas seulement dans le secteur privé, pour lequel moi je travaille beaucoup, mais aussi le secteur public, dont la santé, etc. Les équipes de direction, je suis consultant, hein, eh ben, j'ai entendu à peu près au moins 80% d'équipes qui disaient « Je suis totalement impressionné pardon, j'ai entendu les directions me dire « Je suis extrêmement impressionné de ce que mes équipes savent faire. Je n'aurais pas du tout imaginé avant la crise ce degré de réactivité, de résilience, de flexibilité, d'inventivité dans une situation aussi complexe. » Et au moins 80%. Il y a à peu près 10% de directions qui m'ont dit c'est bien moins bien que ce que je croyais, j'avais beaucoup plus confiance, mais c'est à peine 10%. Les autres, il n'y a pas eu d'appréciation et autres. Mais pourquoi j'évoque Aragon en disant rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, c'est que par définition, en fait, nous, humains, nous sommes de l'inconnu. On est toujours déjà dans des métiers, dans des cultures, dans des compétences qui sont en route, mais en même temps, nous sommes fabriqués d'un rapport à l'inconnu qui est constitutif. Et l'inconnu, on n'est jamais fondé à préjuger qu'il n'est que mauvais. Ça voudrait dire qu'on le connaît. L'inconnu, il peut être mauvais, mais il peut être aussi extraordinairement bon. Il peut être une chance. Eh bien, quand une équipe de direction est en posture, en attitude d'écoute, comme ce que Eric a dit en parlant des itérations, des allers-retours, quand quelqu'un vient et qu'il y a une demande, c'est qu'automatiquement, ça fait sens pour la personne. Donc, on écoute, on va essayer de mettre en route. Si on ne peut pas, on expliquera pourquoi, mais sinon, on prend la responsabilité de l'échec et autres. Ça, cette écoute-là, elle est extraordinairement fertile pour laisser s'exprimer les possibilités. On pourrait dire les talents, mais c'est presque convenu comme expression. Mais plus on donne confiance aux équipes, plus on récolte de la compétence. Et je peux vous garantir, en tant que chercheur, consultant, ce que vous voulez, que la réciproque est vraie. Moins on accorde de confiance, plus on va récolter de l'incompétence, parce qu'on récoltera de la peur. Et quand des gens croient qu'ils ne sont pas capables, ils deviennent incapables. Et ça, c'est quasiment trivial en psychologie. Tandis que si on fait confiance, on laisse s'exprimer les équipes, on fait monter en puissance la compétence, la réactivité, etc. Donc, ce qui est en train de se dire ici me semble absolument essentiel autour des 2 mots, confiance, communication. Et on récolte de la compétence, de la montée en puissance de la compétence, c'est absolument. Alors moi, pardon, je m'emballe, mais je trouve le sujet capital. Non, mais c'est bien, on est là pour s'emballer. Voilà, c'est parfait. Et alors moi, Eric, j'avais une question concernant tu disais que finalement, tu avais impliqué les équipes dans le travail et dans la réflexion.
dans la réflexion sur les services. Et finalement, de façon pratico-pratique, quels ont été les premiers travaux, les premiers groupes de travail? Parce que j'imagine que les enseignants, ils étaient peut-être sur une dynamique, comment on va faire, on n'a jamais fait comme ça, tu vois, j'en sais rien. Et donc, quelles ont été les premières étapes qui ont fait que tu as réussi à créer ce petit truc qui fait qu'ils ont travaillé en équipe? C'est-à-dire que je pense que quand vraiment on s'est mis d'accord sur le projet, c'est-à-dire sur l'objectif qui était de donner à tout le monde ce qu'ils voulaient, ce à quoi certains, enfin, ça a d'abord été un débat, c'est-à-dire que dans l'équipe, il y avait des gens qui estimaient que c'était la limite de la réforme, que c'était pas possible sur le plan d'organisation, que ça n'avait pas de sens. Enfin bref, on a eu tous les discours. Enfin voilà, on n'est pas non plus chez les bisounours, ça, Jules. Il y a aussi des gens qui sont pas d'accord, il y a aussi de la contestation, etc. Mais en tout cas, ce qui a été important de leur montrer, c'est qu'à partir du moment où on était dans l'idée de donner aux élèves, c'est quand même toujours comme ça qu'on arrive, c'est en passant par les élèves quand même, ce qu'ils souhaitaient, que derrière, ça crée des contraintes et des obligations de travailler collectivement. C'est-à-dire que ça pouvait plus être l'emploi du temps de Madame Machin et de Monsieur Truc que tu as posé, mais que forcément, à un moment, il y avait y avoir des combinaisons de contraintes qui allaient faire que finalement, il y avait donc besoin de bien discuter, de bien échanger, parce que quand un tel veut être enseignant de spécialité, par exemple, je vais prendre au hasard les maths, en première, il sait déjà que sur son emploi du temps, c'est pas possible de demander tous ces mercredis parce que il y a forcément, voilà, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler, on a communiqué sur les contraintes qui allaient se poser, et du coup, ça a obligé. Alors nous, on a fait assez peu d'arbitrage. Il y a eu une autorégulation dans le groupe où les gens ont commencé à regarder un peu, à peser le pour le contre et à savoir quelle était leur priorité finalement dans leur vie professionnelle, dans leur organisation et comment est-ce qu'ils ont pu faire les choses. Et donc finalement, ça a été pour le coup la nécessité de s'organiser qui a été je dirais un petit peu le moteur du travail collectif. Et puis le deuxième moteur qui a été très important, ça a été l'appropriation des programmes, où du coup, les gens ont vu la nécessité de se répartir le travail aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je repense par exemple à l'histoire géo, à GCSP, tout de suite, il y a eu des répartitions entre ceux qui allaient prendre le programme de première, ceux qui allaient prendre le programme de terminale. Ils ont échangé ça. Donc, il y a eu aussi la nécessité de s'approprier quand même beaucoup de choses nouvelles en très peu de temps, qui a généré des prises d'initiative par rapport à ça. Voilà. Et par contre, juste un petit point par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le travail, il n'a pas duré que 2 ans, c'est-à-dire qu'il dure toujours parce que pour que notre organisation tienne, par exemple, depuis 3 ans, tous les ans, on supprime des postes. C'est-à-dire qu'on a, là aussi, on travaille avec les enseignants pour leur montrer en quoi, à un moment, profiter d'un départ à la retraite, ça c'est l'avantage d'être dans les lycées de centre-ville, ou d'une mutation, et de supprimer le poste, c'est ça qui va nous laisser ensuite des souplesses d'organisation pour avoir des BNP on va pas faire travailler chaque année pour sécuriser. Parce que là encore, je pense que la question de l'inconnu, c'est la question de la sécurité ou de l'insécurité que ça génère. Et donc, quand on a pu montrer aux gens que là, on a des départs en retraite cette année, on profite de supprimer un poste et que derrière, on va pouvoir chaque année avoir un TZR, etc. Du coup, ceux qui sont là, ils savent qu'ils bougeront plus, quel que soit le nombre de groupes de SP, parce que ça change d'une année sur l'autre. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de constante, par exemple, en 3 ans. On ne peut pas appliquer un modèle en disant, globalement, on a tel pourcentage qui fait maths, tel pourcentage qui fait GGSP. Pour l'instant, nous, à chaque fois, il y a des manières de faire des élèves qui sont différentes. Voilà, donc ça, on n'a pas encore réglé. Mais en tout cas, le travail continue dans le sens où maintenant, supprimer des postes en conseil d'administration, c'est plus un sujet. C'est-à-dire que voilà, les gens ont bien compris la logique. On comprend qu'il vaut mieux le faire quand les postes sont libres que de faire venir quelqu'un pour 1 an, parce que voilà. Et on les a associés aussi à cette, je dirais, démarche un peu responsable qui est un moment de gérer les ressources humaines collectivement, et c'est pas que le problème du chef qui est méchant et qui supprime des postes parce que je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que le travail continue, parce que on va continuer à améliorer l'organisation et à continuer cette situation. Juste pour dire à tout le monde, la DAG chez moi, c'est 3300 heures. Enfin, que vous ayez une idée les marges qu'on peut avoir et les leviers qu'on peut avoir sur, voilà, c'est pas la même chose que qu'on peut avoir dans tous les établissements quand même. C'est ça, c'est à peu près 10 fois la pour même. les initiés, les 3000. Ça ne veut pas dire forcément grand-chose pour Laurent, mais... Voilà. Ok. Il y avait un point. Moi, il y avait une réflexion que je me suis faite sur cette question.
que soulevait Laurent sur la connaissance de l'autre et la connaissance des compétences de l'autre au sein d'une organisation. Moi, j'ai la chance pour mon académie de faire partie de l'équipe des évaluateurs externes dans le cadre des évaluations d'établissement. Donc, depuis l'année dernière, je vois 2 établissements par an. Donc là, je reviens de 2 jours d'évaluation. Et il y a une chose qui m'épate régulièrement dans les établissements, c'est que là, je viens de voir un établissement pendant 2 jours où tous les personnels, alors j'ai de la chance, j'ai vu que des choses formidables. J'ai passé 2 jours à leur dire, je vous pique des idées. Voilà. Et donc, moi, j'adore parce que je reviens après dans mon établissement et je dis, voilà, j'ai vu des trucs super et on va mettre ça en place. Mais en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que tous les acteurs travaillent dans certains établissements de plus en plus, alors de plus en plus ou de moins en moins, mais à ce stade encore beaucoup, travaillent tous dans leur corps, quoi. Les enseignants travaillent avec des enseignants, la vie scolaire travaille avec des vie scolaires, les personnels des collectivités territoriales travaillent ensemble. Il y a quelques ponts qui sont en train de se faire, mais on voit des compétences pédagogiques à tous les niveaux. Et finalement, moi, je me dis que le rôle qui est le mien et de l'équipe à laquelle je participe aujourd'hui va juste être leur dire, mais regardez-vous les uns les autres et prenez du temps les uns les autres dans les travaux que vous allez faire dans le projet d'établissement, par exemple. Eux, c'était le cas, l'établissement qu'on vient de voir. Et allez voir ce que font les autres et vous allez voir, ça va vous donner des idées. Parce que juste à la fin, sur la 2e journée où on avait commencé à voir plein de gens différents, et ben de leur dire, tiens, on a vu vos collègues de la vie scolaire, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de mettre ça en place, et des collègues enseignants qui disaient, ah ben ouais, mais on n'était pas au courant, c'est génial, etc. Et d'un seul coup, ils commençaient à phosphorer, et c'était en train de leur donner des envies. Et finalement, moi, je me dis, c'est notre rôle, c'est comme ça que moi, je vois mon rôle d'évaluation des établissements, c'est de dire finalement, quand on va partir de ces établissements-là, qu'on parte avec un établissement qui se dise, mais génial, on a plein d'envies. Et à ce moment-là, moi, j'ai le sentiment d'avoir fait mon boulot. Mais c'était par esprit d'escalier de ce que disait Laurent tout à l'heure sur le fait de se connaître et de se connaître les uns les autres. Je ne sais pas si, Laurent, vous voulez bien rebondir là-dessus. Oui, je trouve ça décidément vraiment très important. Quand Eric a souligné le premier point qui est, attention, il n'y a pas que 2 ans depuis lesquels on travaille comme ça, ça remonte au moins à 3 ans, si ce n'est plus. C'est un processus récurrent. C'est que la confiance, elle doit se construire sans cesse. Et sans cesse par l'écoute que Eric a évoquée. Et je voudrais ajouter dans l'esprit, Jean-Luc, de ce que vous venez de redire, sur le fait qu'on découvre les compétences des autres, on n'écoute pas quand on croit connaître. On n'écoute pas quand on croit qu'on connaît les autres. Ce n'est pas la peine puisqu'on les connaît à l'avance. Et donc, quand on est dans un métier, moi je connais très bien ça dans l'enseignement, là où je me trouve aussi, c'est-à-dire on est entre profs d'un côté, on est entre personnel de l'autre côté, entre staff de l'autre, et du coup on ne sait pas ce que font les autres. Mais on ne sait pas qu'on ne le sait pas. On ne présuppose pas qu'il y a peut-être des choses qui méritent d'être découvertes, entendues, partagées. Et donc, c'est un principe tout à fait fondamental. J'ai plaisir à le renvoyer, puisqu'on est dans le cadre du lycée et du vrai sens de l'éducation, à Socrate. Socrate, c'est tout bête, mais ce n'est pas formel du tout ce qu'il dit. Il dit, moi, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Comment on peut traduire ça en termes managériels? J'apprends tout le temps. Si on pense qu'on sait, on n'écoute plus du tout ce qui se passe autour de soi, ni nous-mêmes d'ailleurs. Et si en revanche on se dit, mais il y a peut-être des trucs qu'on ne partage pas, que les uns et les autres, en termes de métier, de fonction, de compétences, ne savent pas que les autres font, etc., alors on se met en disposition d'écouter ce qui peut se passer. Et il se passe exactement les dynamiques que Jean-Luc vous venez de dire. Et ça se favorise. On peut favoriser une attitude d'apprentissage par excellence en inspirant la confiance, Eric, que vous avez dite. Et comment s'inspire la confiance? En se mettant à entendre et en donnant l'exemple de l'écoute. Et ça veut dire en libérant la parole. Et ça veut dire que dans les organisations, on est obligé sans cesse, c'est très paradoxal à dire, surtout dans le secteur par excellence de la culture, de l'éducation nationale, mais on est sans cesse obligé de réapprendre à parler. Le quotidien nous désapprend à parler parce qu'on fait le boulot, on ne communique plus, et le risque, c'est d'être en silo, comme on dit, de
s'enfermer, soit métier par métier, soit secteur par secteur, et de ne plus parler aux autres. Là, la crise, elle a du bon. C'est assez dramatique à dire, mais elle a du bon au sens où elle nous a obligés à prendre du recul. Elle nous a obligés à faire autrement. Et les réformes qui vous sont imposées, c'est pareil. Et du coup, Eric, à ne plus faire comme d'habitude. Et ça oblige à ne plus faire comme d'habitude ensemble. On ne peut pas, enfin, comment dire, on gagne tous à ne plus faire comme d'habitude avec les autres et non pas par devers les autres. Voilà moi ce que m'inspire ce point qui est, c'est du long terme la confiance et ça se travaille en ayant bien à l'esprit que savoir qu'on ne sait pas les autres, qu'on ne sait pas ce qu'ils font dans le détail et tout, c'est un atout parce que dès qu'on le partage, on le fait fructifier. Et c'est pas du tout formel le propos. Il y a plein d'exemples, mais bon, comme vous avez des tas d'exemples, c'est pas la peine que j'en parle. Ouais, sur la question des compétences des autres, juste un autre exemple qui n'a pas d'autre valeur que de raconter ce qu'on fait, mais au retour de la rentrée après le confinement, alors je ne sais même plus en quelle année c'était maintenant, mais sur l'après-rentrée, on a consacré une demi-journée à mettre justement en valeur tout ce que les uns et les autres avaient. C'est-à-dire que les professeurs ont partagé des outils, parce que finalement les gens se retrouvaient un peu livrés à eux-mêmes du confinement. Et on leur a proposé sur la journée de pré-rentrée une demi-journée où chacun a montré aux autres, on a fait des ateliers, enfin comme chez les uns et les autres, qui a expliqué Pearl Trees parce que plein de gens ne connaissaient pas, ils ont découvert cette occasion et ça a généré un engouement pour Pearl Trees, pour différents outils de formation sur Geniali et compagnie. Et finalement, tous les gens qui avaient des compétences, soit déjà à titre perso, soit qui ont cherché des solutions. Et on a mis ça en commun à la rentrée. Et depuis, ça a généré justement, on a repéré des gens qu'on a identifiés comme étant compétents là, voilà, alors qu'on n'aurait pas du tout imaginé. C'est pas sa matière, c'est pas voilà. Donc, ça a vraiment, je pense, changé des relations entre les gens bien plus qu'on l'avait imaginé. Et finalement, on a pris l'habitude maintenant, enfin, ça fait que 2 fois, hein, mais de garder une demi-journée dans l'après-rentrée où c'est pas nous qui faisons, mais où c'est voilà, où les gens mettent en commun un certain nombre de choses qu'ils ont expérimentées, les questions qui se sont posées, etc. Et ça a vraiment changé fondamentalement et le regard sur les autres et des manières de faire, parce que finalement, il y a des gens aussi qui ont pris confiance et qui se sont rendus compte que les outils qu'ils s'imaginaient pas pouvoir utiliser, c'était pas plus compliqué et qu'ils allaient y arriver parce que, voilà, si Madame Machin y a réussi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas non plus. Donc, voilà, c'était juste sur l'histoire de voir les gens autrement et de valoriser des compétences qu'on n'attend pas forcément. C'était une expérience qui a été assez intéressante. Et alors, moi, je me posais la question parce que sur une structure comme la tienne, tu peux nous dire combien tu as de personnel enseignant et combien il y a de personnel dans ton établissement? Les enseignants, c'est un peu moins de 200 enseignants. Et puis, en tout, il y a 250, 260 adultes, quoi. Entre les scolaires, les personnels de service, l'intendance, etc. Et donc, mon questionnement, c'est au-delà de cette demi-journée de consacrée à finalement un échange informel de bonnes pratiques entre collègues, comment est-ce que tu as l'occasion d'entretenir ça pendant l'année pour éventuellement que ça ne retombe pas, ou est-ce que ça ne retombe pas et ça s'entretient de façon informelle? Moi, je crois, en fait, c'est compliqué après, pendant l'année, d'entretenir. Après, je pense qu'il y a vraiment des contacts qui se sont pris. Enfin, voilà, des gens qui ont repéré. C'était très drôle parce que c'est quand même, de toute façon, vous connaissez tout ça, mais on est dans un établissement où plein de gens se connaissent pas en dehors de l'équipe de la CEP, en dehors de l'équipe des prépas, en dehors, les gens se connaissent pas forcément. Ça ne veut même pas mettre un nom. Et du coup, ça a permis d'identifier quand même alors c'est plus Madame Machin ou Monsieur Truc, mais c'est celui qui sait faire génialiste, celui qui est l'expert de Pearl Trees. Donc, il y a eu des choses. Alors après, ça a un peu essaimé au sein des équipes entre les gens qui se connaissaient déjà. Et puis petit à petit, voilà, après ça. Et puis après, c'est comme un peu toujours, c'est que quand la crise passe, après, on a vite fait de revenir aussi à des habitudes quand même, parce que je pense que c'est un peu la nature humaine. Et donc il y a des choses qui retombent. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que depuis 2 ans, on a quand même toujours eu l'occasion de réactiver des situations de crise. Donc du coup, ça a permis les événements nous ont poussé quelque part à réactiver des choses, alors qu'on pensait que c'était terminé, que c'était arrivé, etc. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, dans un fonctionnement ordinaire, c'est pas si simple de maintenir cette appétence pour la découverte de l'autre, pour s'intéresser à de nouveaux outils, etc. Mais en tout cas,
Et puis bon, pareil, les outils maintenant numériques permettent aussi de mettre en commun des choses sans forcément prendre du temps de travail de réunion. Enfin, on l'a tous expérimenté. Maintenant, on fait un nombre de choses en ligne, etc., qui font gagner du temps, qui facilitent les accès aux réunions, etc. Donc maintenant, moi, je fais plus une réunion sans qu'il y ait la possibilité de se connecter en ligne, parce que ça permet aux gens qui peuvent ne pas venir parce qu'ils sont loin ou qui travaillent pas ce jour-là dans l'établissement, mais qui sont chez eux, de pouvoir participer à la réunion. Enfin, on a acquis des réflexes quand même. Voilà, qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, qui facilitent en tout cas la communication entre les gens. Trouve-je. Et alors, en fait, le truc, c'est que derrière, je me disais, effectivement, depuis 2 ans, on est en crise non-stop, une crise qui remplace une crise, qui remplace une crise, et qui finalement nous met dans une situation où, dans cette situation de phosphorer, d'inventer des choses nouvelles, d'échanger des choses nouvelles. Et donc là, pendant que tu parlais, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire quand ça va retomber? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va aller bien à nouveau? Et là, c'est peut-être Laurent qui va nous donner des pistes, parce que moi, je me pose la question en tant que chef d'établissement, une fois que tout va revenir à la normale, qu'est-ce qu'on fait pour que justement ça ne revienne pas à comme c'était avant? Je trouve la question vraiment capitale. Je trouve très important de formuler comme ceci. Depuis les confinements, là, en intervenant, comme je l'évoquais comme consultant, hein, je suis beaucoup intervenu en commençant de manière évidemment provocatrice, mais pas du tout insolente et désinvolte à l'égard de la crise qui est dramatique. Mais je suis beaucoup intervenu en enclenchant les interventions en disant il n'y a pas de crise. La vraie crise est d'avoir cru qu'il n'y en aurait plus. Ça veut dire que ce que nous appelons normal a été en fait pendant à peu près 3-4 décennies, 5 décennies, depuis l'effondrement du mur de Berlin, depuis le triomphe assez monopolistique du libéralisme et des technologies, ça a été une espèce d'hypothèse très inconsciente mondiale, hein, comme quoi ça y est, on était sorti des crises et tout, malgré plein de crises, mais on ne les voyait plus. Politique de l'autruche en quelque sorte, mais inconsciente. Et le Covid, ça a été une crise telle qu'on n'a pas pu faire comme si il n'y avait pas de crise, parce que c'était nous les porteurs de la crise. En nous déplaçant, on transportait le virus avec nous. Et donc, on a bien été obligé de s'arrêter et de lever le nez du guidon. Et du coup, je serais tenté de dire ceci. D'ailleurs, adossé à l'étymologie du mot de crise, hein, crisis, ça renvoie à une situation de changement qui requiert une décision. Tous les humains, on est sans cesse en train de devoir prendre des décisions en situation de changement, mineure ou majeure. Alors évidemment, la crise du Covid nous bouscule particulièrement, mais on peut dire, il n'y a pas de crise et il n'y aura pas de retour à la normale. Alors évidemment, il faut espérer un retour à la normale au sens où il n'y ait pas une guerre comme celle de l'Ukraine, qu'on n'ait pas besoin de porter des masques, qu'on puisse de nouveau faire des accolades et embrasser nos amis sans crainte du virus, évidemment. Mais si le retour à la normale, c'est de n'être que dans une zone de confort, ça ne marche pas. Et en fait, ce qui est anormal, et si c'est le cas, c'est d'avoir été dans une zone de confort tout court. Moi, je crois que ce n'est pas vrai pour personne, mais du coup, j'alerte sur un deuxième point. Le premier point, c'est la crise est constante. Et comme on est en train de le dire, elle nous réveille. Eh bien, ce n'est pas si mal. Là, c'est la crise, malheureusement, comme une chance. Et le deuxième point, tout à fait important à souligner, qui est managérial, qui est lié aux compétences, c'est que ce que nous savons faire, on n'y pense pas. Et pourquoi? Il y a un critère très simple de réponse. C'est que, justement, nous savons que nous savons faire quelque chose quand nous n'avons plus besoin d'y penser pour le faire. Et ça veut dire que des tonnes de choses deviennent des réflexes. D'ailleurs, Eric a employé le mot dans un autre contexte, mais quand même à l'instant. En tout cas, des tonnes de choses que nous savons faire deviennent des réflexes. Et vous savez, la conséquence, c'est qu'on ne les partage pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne les partage pas? Parce que ce que nous savons faire, même chose que pour les gens, on les tient pour acquises. Ce qu'on sait faire, on n'en parle plus, on le tient pour acquis. Ça va sans dire, comme on dit si bien. Et du coup, on ne partage pas les bonnes pratiques. En fait, on a l'expression du partage des bonnes pratiques, mais il est très rare qu'on le fasse. Et quand Eric dit, nous à la rentrée, on a un moment où les gens partagent leurs bonnes pratiques, c'est exceptionnel. Ça arrive extrêmement rarement. Mais on ne saurait recommander suffisamment
de le faire. Parce qu'encore une fois, au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans la spontanéité du travail, on ne pense pas à parler de ce qui marche. On parle la plupart du temps de ce qui ne marche pas. Ça, c'est normal. Il faut bien réparer ce qui ne marche pas. On parle des projets que l'on a, mais ce que l'on sait faire, on n'en parle pas. Passez-moi l'expression, on s'assoit dessus. Mais du coup, on ne le partage pas. Eh bien, un atout extrêmement puissant pour faire que des équipes s'approprient en confiance le droit de parler et le fait d'être entendu, c'est de leur donner, comme Eric vous l'avez dit, des occasions où les bonnes pratiques au sens fort, ce qu'on a su faire dans une crise ou autre, ce qu'on sait faire, on le partage avec l'autre. Et c'est très puissant comme outil. Ça peut paraître trivial, ça ne l'est pas du tout. Hein. Il y a très peu d'organisations qui font des retours d'expérience précis, techniques, sur leur succès. Très peu de gens le font. Très, très peu. Et quand ça se fait dans une organisation, ça donne une capacité de réactivité, de flexibilité, d'inventivité considérable. J'espère que j'étais assez clair sur l'idée. Du coup, le retour à la normale, on attend un truc qui est bon, je crains qu'on n'y revienne jamais. Et en revanche, la crise, c'est une chance au sens où on découvre qu'on a sans cesse à réinventer les choses. Et ce n'est pas grave, c'est au contraire des chances à saisir. Il me semble. Ce n'est pas des bisounours, hein, comme disait tout à l'heure Eric, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas des bisounours, c'est un boulot permanent, mais extrêmement fertile. Mais c'est ce que disait Karine dans le chat, il faut qu'on fête nos réussites. Et je pense que c'est important, ça. Et en y réfléchissant, moi, je sais que pendant le premier confinement, j'avais pris l'habitude de faire une fois par semaine un point de rencontre en visio avec les personnels. Le point de visio, il s'appelait « Comment ça va ?» Où, en fait, il n'y avait pas d'ordre du jour nécessairement, mais c'était de pouvoir parler de soi et chacun pouvait parler de trucs qu'il avait mis en place, de succès en disant « voilà, j'ai réussi à avoir telle famille ». Moi, je suis dans une toute petite structure, j'ai 30 enseignants. Donc, c'est facile de mettre en place ce genre de choses. C'est plus difficile dans un établissement de 200 enseignants, j'imagine, mais on est beaucoup à piloter des petites structures comme ça. Après, ça peut se faire, voilà, quand il y a plusieurs adjoints, ça peut se faire équipe par équipe. Mais je pense que c'est ces moments-là que moi, j'avais mis en place pour mes équipes. Comment ça va? C'est quelque chose qu'on continue à faire aujourd'hui en présentiel. Moi, j'ai la chance d'avoir, je suis captif des transports, hein. Je suis à la campagne, donc les élèves sont captifs, donc on a une pause méridienne qui est énorme. Donc, il faut bien qu'on fasse des choses pendant la pause méridienne et régulièrement, on se réunit, on fait une réunion plénière où on se réunit sans qu'il y ait nécessairement un ordre du jour. Mais il y a toujours un sujet sur, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui fonctionne. Alors, moi, je suis dans une région où on a une spécificité de guerre publique-privée qui est assez phénoménale, donc on a le couteau entre les dents, et ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement, où on a récupéré tant d'élèves, il y a les journées portes ouvertes qui ont été organisées, nous, on organise des visites privées, on essaie de se démarquer, et on essaie de se motiver, faire une espèce de psychothérapie de groupe, où on essaie de se motiver les uns les autres sur des sujets qui paraissent finalement peu importants en apparence, mais qui permettent juste de faire en sorte que les gens partent avec le sourire. Ce que je disais tout à l'heure sur l'évaluation, mais c'est valable aussi avec ces équipes, si on fait une réunion et qu'à la fin, les gens partent avec le sourire en se disant « je ne suis pas venu pour rien », c'est quand même super. Voilà. Donc, on a changé nos formats parce que les visios, là, vous voyez, on est sur un format de visio de webinaire où on a 1 heure, donc dans un peu moins de 7 minutes, tout s'arrêtera. Donc, il va falloir qu'on gère ces 6 minutes à venir. Mais c'est valable aussi dans les réunions. Je ne sais pas, Eric, comment toi tu gères, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais des réunions où je dis, voilà, on arrête à telle heure, donc 1 heure max, on arrête à telle heure et on se débrouille, il faut que ça rentre dans l'heure. Et ça a changé, ça. C'est des choses qui ont changé et où les gens viennent avec un thème donné. Et à la fin, chacun part avec une liste de courses et un compte rendu. Enfin, moi, j'ai changé vachement mes pratiques depuis 2 ans sur des choses sur lesquelles je ne m'étais pas retourné nécessairement.
Ouais, alors, moi, je suis pas encore très bon là-dessus, hein. Je suis quand même très bavard, donc c'est compliqué pour moi de gérer le temps. Ah, mais je suis quelqu'un qui aime bien convaincre, donc moi, j'aime bien le débat, j'aime bien discuter, et ça prend du temps parce que, bon, enfin, là encore, c'est tout le monde n'est pas acquis d'entrer au sujet qu'on évoque. Voilà, mais je pense que la question, alors moi, j'ai la chance, enfin, je répète, moi, j'ai beaucoup de chance dans cet établissement, j'ai une équipe vraiment de gens super compétents, ce qui me permet, moi, d'être très disponible. Je ne fais pas beaucoup de réunions parce qu'on est trop nombreux, mais on est à l'entrée tous les matins, on règle 25 000 choses, que ce soit avec des enseignants et des élèves, entre 7h30 et 8h. Aux récréations, moi, je suis toujours posé entre la salle des profs et la cour, ce qui fait que chacun sait qu'il peut venir me voir et on règle plein de choses comme ça. Mon bureau est toujours ouvert. Là aussi, l'organisation de l'équipe me permet, moi, d'être dégagé de beaucoup de l'organisation matérielle du quotidien et d'être disponible. Et à partir de là, ça facilite. Pendant le confinement, moi, j'avais trouvé en faisant du rangement un petit bouquin qui s'appelait Une pensée positive par jour. J'ai envoyé tous les jours du confinement, y compris le dimanche, etc., une pensée positive que je prenais. Alors, tout n'était pas d'une grande qualité littéraire, mais bon. Et ça a permis de garder le lien avec les parents, les élèves, et tous les personnels de l'établissement grâce à l'ENT. Ça me coûtait pas cher de le faire. Hein. Et voilà, alors, comme je me lève de bonne heure, souvent ça part à 5h du matin. Et beaucoup de gens sont venus après en disant finalement, ce petit truc, c'était rien. Et en même temps, ça a permis de garder du lien avec l'établissement pendant les mois où on n'a pas pu venir, où on n'a pas pu. Voilà. C'était bureau ouvert tous les matins. J'avais une classe du CNED que j'ouvrais tous les matins à 9h pour les profs. Donc là, c'était pas des réunions. Mais tous les matins, ils savaient qu'à partir de 9h à 11h ou de 9h à 10h, je sais plus, à force, la classe était ouverte, les gens pouvaient passer comme ils pouvaient le faire dans le bureau, dans l'établissement. Voilà, je pense que, mais je répète, c'est aussi parce que j'ai des gens formidables autour de moi que les choses sont possibles. Ça ne serait pas forcément possible si j'avais tout à gérer tout seul. Mais ça, c'est intéressant. Enfin, tu dis que tu as des gens formidables, mais moi, j'ai tendance à penser que, d'autant plus dans un établissement de la taille du tien, qu'on en connaît plein, des gros établissements comme ça, c'est pas courant d'avoir un chef d'établissement, un proviseur d'un gros établissement qui est à l'extérieur de son bureau au moment où il y a du passage. C'est pas si courant que ça. Ah ouais. Ouais. Bon. Ouais. Mais en fait, moi, je m'ennuie. Moi, j'avoue que j'ai besoin de ce. Enfin, pour moi, mon métier n'a pas de sens si il n'y a pas ce contact et si on n'est pas au service d'une communauté. Enfin voilà, pour moi, mon travail de responsable, c'est d'être au service d'une communauté. Et pour être au service d'une communauté, il faut échanger avec elle. Sinon, ce qu'on fait est hors sol et on est suffisamment nombreux à se plaindre de la manière dont parfois des choses hors sol nous arrivent les uns et les autres. Donc, il ne faut pas qu'on soit des contre-exemples dans notre pratique. Non, mais moi, je suis prêche inconvaincu. Voilà, moi, C'est bien, c'est bien. Il y a plein de choses. Moi, en fait, le truc, tu parlais des réunions, moi, j'adore convaincre aussi. Je suis une pipelette. Et il y en a quelques-uns qui sont là et qui savent à quel point je suis une pipelette. Mais le truc, c'est que je passe énormément de temps. Moi, comme je suis dans un petit établissement, dès qu'il y a un moment, je vais aller voir un prof dans une salle, dans sa salle. Je vais aller créer le truc. Je sais qu'il y a un petit truc qui coince, donc je vais aller le voir et puis je vais dire, il faut qu'on parle là. Et puis là, je vais prendre du temps à le convaincre parce que j'ai ce temps-là. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis persuadé qu'on génère finalement de la confiance de cette façon-là aussi. Voilà. Il nous reste 2 minutes à peu près. Laurent, je vais peut-être vous donner la parole pour la conclusion. Parce que nous donner un petit peu de hauteur. La conclusion, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, plusieurs choses, ce qui se dit là m'inspire plusieurs choses. La première, sur la base, Jean-Luc, de ce que vous avez dit, et quelque chose que Eric a repris, à mes yeux en tout cas, tacitement, c'est que quand, Jean-Luc, vous dites, dans une petite structure, on peut y aller, moi j'allais dire, mais il faut surtout faire confiance aux toutes petites actions locales, même dans un contexte de grande taille. Et quand Eric dit, moi, je ne peux pas rester à mon bureau sans parler à la communauté, sinon je suis hors sol. Donc, je vais à la porte entre la salle des profs et la cour au moment des récrés. C'est capital. C'est des petits gestes absolument essentiels. Et donc, voilà un point de plus par rapport à des tas de choses qu'on a dites sur la confiance, sur l'écoute, sur le partage des bonnes pratiques, c'est-à-dire de parler de ce qu'on sait faire, de savoir qu'on ne connaît pas les autres.
Moi, je pense qu'on peut les résumer avec quelques mots-clés très simples. Nous pouvons toutes et tous, tous les humains, nous faire infiniment plus confiance que ce que nous croyons d'habitude. Première étape, confiance. Deuxièmement, nous ignorons infiniment plus que ce que l'on croit. Et du coup, humilité et écoute. Mais c'est une chance d'ignorer parce que là, on apprend. Troisièmement, la ténacité sur la base de petites actions. Et quatrièmement, dans ce contexte-là, la communication est capitale. Les 4 mots-clés que m'inspire l'échange, c'est confiance, humilité, ténacité, parce que tenir la confiance et l'humilité ensemble, c'est pas simple, et communication, comme vous avez si bien décrit que vous le faites. Et voilà les 4 mots-clés que m'inspire l'échange. Avec faire confiance toujours aux petites victoires locales, quel que soit le contexte, quelle que soit la taille de l'organisation. Merci beaucoup, Laurent, pour cette conclusion. Je pense que, voilà, on n'a pas grand-chose à ajouter sur ces 4 mots. J'ai bien aimé la question de la ténacité, parce que c'est vrai que c'est ce que montre Eric. Hein. Voilà, elle fait partie de notre métier et voilà, la ténacité avec l'écoute, ça donne lieu à des choses assez merveilleuses. Ah, peut-être qu'on peut ajouter convaincre, oui, et aussi se laisser convaincre quand c'est pertinent. Absolument. Et accepter de se laisser convaincre. Et de se dire voilà, bah oui, vous avez raison. Finalement, vous avez raison. Et alors, ça leur fait un bien fou. On pourrait digresser pendant une heure. Voilà. Bah, écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Merci Laurent, merci Eric pour votre temps. Merci à toutes et à tous pour avoir été avec nous ce soir. Le live sera disponible sur la plateforme de ManagerEduc bientôt, voilà, pour les abonnés. Et puis, écoutez, j'espère que cette soirée vous aura donné de l'énergie, voilà, et de l'envie de continuer et d'aller jusqu'aux vacances suivantes, puis ensuite jusqu'à l'été, puis ensuite jusqu'à l'année suivante, voilà, avec plein d'énergie et plein d'envie. Merci à toutes et à tous, voilà, pour cette soirée. Merci Eric, merci Laurent. Merci, à bientôt. Bonne soirée.